Ouais, bonjour Pascal. Tout d'abord, félicitations pour l'organisation et les génies dont nous avons fait preuve lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024. Et ce sont des Jeux dans lesquels la diversité, l'inclusion et la ville comme espace de rencontre ont été promus. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemblent ces années de travail? Euh, merci pour cette invitation et merci aussi pour vos compliments. Ces jeux, c'était l'aboutissement des 6 années de préparation, euh, des longues années de préparation. La première partie de cette préparation a été une partie d'ordre stratégique, c'est-à-dire de définir ce que nous voulions faire pour ces jeux, en termes de qualité d'accueil pour les personnes en situation de handicap, et aussi nous allions pour la première fois à Paris et en France accueillir les Jeux paralympiques d'été. C'est donc quelque chose pour nous aussi sur lequel il fallait qu'on réfléchisse pour voir ce que ça signifiait, ce que ça pour nous euh, impliquait pour pouvoir justement bien les accueillir, mais c'est surtout le fait de les accueillir, qu'est-ce que ça pouvait engendrer dans notre société et de positif. Et donc comment on pouvait amplifier cet impact sur la société française. Donc on a réfléchi sur ces premières 2, 3 premières années, on a lancé des nouvelles actions stratégiques, des actions lourdes de longue durée, d'héritage, comme par exemple les quartiers hyper accessibles, où le premier nom c'était les quartiers à accessibilité augmentée. C'est une autre manière de concevoir l'accessibilité dans la ville de Paris, et de manière territorialisée. Et donc voilà, cette phase-là a été consacrée à la stratégie, à se préparer collectivement avec des grands éléments à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques et se tenir prêt à justement proposer quelque chose de qualité pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, les autres années, les 3 dernières années, ont été vraiment consacrées à le côté opérationnel. Et donc, on a fait en sorte d'accueillir plusieurs événements et organiser à Paris plusieurs événements parasportifs, sportifs, de manière à tester des choses. C'est-à-dire on a défini avec des associations partenaires ce que nous voulions faire en termes de qualité d'expérience pour les personnes en situation de handicap pendant les Jeux. Et on a testé ces mécanismes et progressivement, on a amélioré ce standard sur la qualité d'expérience. Et donc, on l'a fait progressivement avec les associations qui nous accompagnaient. Et surtout, on a vu qu'à chaque fois, on travaillait avec certains de mes collègues, mais des collègues différents, puisque c'est des actions différentes, eh ben, on a pu aussi acculturer et faire monter en compétence bon nombre de l'équipe déjà avec ces éléments sur lesquels on a vraiment poussé de plus en plus haut le curseur sur la qualité d'expérience pour les personnes en situation de handicap. Donc ces années-là, elles nous ont, voilà, d'abord en premier lieu d'un point de vue stratégique et dans un deuxième lieu le côté opérationnel. Et on a du coup poussé des innovations. La première innovation, ça va vous paraître peut-être assez évident pour vous, mais la première innovation, c'est de penser et de faire penser, de faire accepter et changer la représentation que la question de l'accessibilité, c'est pas seulement l'accessibilité en termes de la réglementation. C'est l'accessibilité, on l'a approché de manière universelle, c'est-à-dire de tenir compte du spectre le plus large possible des besoins spécifiques dans la conception des environnements que nous allions proposer, dans la conception des services, dans la conception des outils, et ce, de manière à ce que, on n'ait pas besoin forcément, on va limiter les adaptations particulières pour tel ou tel type de handicap. Et ça, ce changement de représentation sur les accessibilités universelles, ça a été aussi dans la phase de préparation quelque chose de très important. C'est-à-dire que le premier réflexe des personnes, c'est quoi la réglementation? Oui, c'est bien la réglementation, mais ça ne répond pas à tous les besoins. Et par exemple, sur les personnes qui sont personnes autisme avec une hyper
sensibilité au bruit ou à la foule, et ben, qu'est-ce qu'on leur donne comme service pour qu'elles puissent venir et qu'on leur dit qu'elles puissent venir dans ces événements. Et s'il devait y avoir une crise, comment on leur permet de pouvoir se calmer pour revenir, plutôt que soit ne pas venir parce qu'elles sentent qu'elles vont avoir une crise et puis de toute façon, eh ben, ça va être fini pour elles, ou alors si elles viennent, qu'elles doivent enfin repartir s'il y a une crise. Eh ben, on a dû répondre à ce genre de choses en créant des espaces pour cela, soit dans les équipements pérennes, soit dans les équipements temporaires. Voilà, et c'est des exemples. Parmi les autres éléments sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est sur la question de la communication. Parce que on a au départ, par exemple, sur un des événements en 2019, on a voulu justement tester un très haut standard en matière d'accessibilité avec beaucoup d'outils, d'équipements pour les personnes en situation de handicap, et on s'est aperçu que il y avait eu très peu d'utilisation, très peu de personnes en situation de handicap qui sont venues sur cet événement. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas suffisamment pas suffisamment fait la promotion de ces des équipements. Donc, et a priori, les personnes en situation de handicap, si on ne leur dit pas ce qu'il va y avoir, elles ne viennent pas. Et il ne faut pas seulement dire événement accessible ou le cheminement accessible, parce que si elles ne voient que ça, elles considèrent que elles n'ont pas les réponses qu'elles attendent pour pouvoir justement se dire « Ah, mes besoins à moi, ils sont couverts ». Et donc, on a appris à détailler dans les informations préalables tout ce qui était important à apporter comme élément d'information préalable aux personnes en situation de handicap pour qu'elles se disent « Ah, ils ont pensé à moi pour ça. Ah, grâce à ça, je peux venir. Ah, grâce à ça, ça va être intéressant. » Et donc, en fonction si je suis en situation de handicap visuel, si je suis en situation de handicap auditif, si je suis en situation de handicap moteur, quel type de situation de handicap moteur, si je suis personne type, ou parce que je ne comprends pas très bien le français, ou parce que je suis étranger, ou parce que j'ai une déficience intellectuelle, eh ben, comment je peux malgré tout profiter de cet événement, accéder au contenu. C'est pas seulement venir, mais c'est une fois qu'on est sur place, est-ce que je peux profiter du contenu visuel, audiovisuel, écrit, etc. Et donc, on a appris tout cela dans ces expériences. On a même introduit, et ça c'était ce que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, que dans la phase stratégique, la première phase, où c'était le moment où aussi on a lancé les grandes opérations de rénovation et de construction des équipements à Paris pour les Jeux. Et donc, dans le cahier des charges de ces équipements, on a introduit la plus haute ambition en matière d'accessibilité à l'époque. De manière à ce que ces équipements puissent, notamment, il y en a un qui est devenu pour moi assez emblématique de cette démarche-là, c'est l'Arena à la Porte de la Chapelle, l'Adidas Arena, où on a commencé le travail sur l'élaboration de cet équipement en 2019. Et donc, en 2019, on a introduit des éléments dans le cahier des charges sur l'accessibilité universelle. Donc, bien évidemment, il fallait que cet équipement soit réglementairement accessible. Néanmoins, on a été beaucoup plus loin dans la démarche. On a porté des éléments, par exemple, je vous ai parlé d'un espace calme pour les personnes qui sont hyper accessibles. On a créé cet espace-là, ça s'appelle une sensory room, on en a une. On a beaucoup travaillé sur la signalétique, à l'intérieur de la salle, et aussi pour y venir. Par exemple, pour arriver au niveau des différentes entrées, il y a des balises sonores pour les personnes qui sont, quand elles ont une télécommande ou un système, qu'elles puissent être informées quelle est la porte dans quelle porte elle se trouve, pour les personnes qui sont déficientes visuelles. Il y a bien des bandes de guidage sur le parvis qui les amènent vers ces différentes portes. On a travaillé également à ce que de très loin, on arrive à comprendre, même avec une déficience visuelle ou intellectuelle, à comprendre où sont les grandes entrées. Où est l'entrée? Quelle est la façade, malgré cette grande façade? Ça aussi, ça constitue l'accessibilité. Et à l'intérieur, les contrastes également entre le sol, le mur, les plafonds, les éléments structurants, les bâtis de porte, les ascenseurs, les desks pour les comptoirs pour la restauration, le food and beverage. Tout ça a été travaillé dans les différentes couleurs de manière à ce que facilement on arrive à distinguer quels sont les éléments. Par exemple, entre le sol et les murs, on a mis soit une bande noire au sol, soit une plainte noire au sol, de manière à ce que, même avec une déficience visuelle, on arrive
à se faire une idée, en fait, une représentation des perspectives et donc du chemin. Mais quand on le fait comme cela, on le fait bien évidemment pour ces personnes qui ont une déficience, mais on le fait aussi pour nous parce que nous, même voyants, sans difficulté, on se repère beaucoup plus facilement dans cet équipement. Donc on a un confort à l'intérieur. On a beaucoup travaillé l'acoustique également dans les espaces de circulation et dans le bowl, et de manière à ce que le temps de réverbération soit le plus bas possible. C'est bien évidemment quelque chose qui est essentiel pour les personnes qui ont une hypersensibilité au bruit. C'est aussi quelque chose qui est essentiel aussi pour les personnes qui sont avec une déficience visuelle, parce qu'en termes d'acoustique, c'est beaucoup plus facile de trouver en fait l'origine des sons. Et c'est aussi beaucoup plus agréable pour nous, parce qu'on a, pas mal à la tête quand on ressort d'un équipement comme celui-ci. Au contraire, c'est très, très calme, même sur un événement, pendant un événement sportif ou culturel. Et tout ça, quand on l'intègre dès le départ, parce que vous savez, quand on parle d'accessibilité, souvent c'est ah oui, mais ça coûte combien en plus? Ben, quand on choisit le marron à la place le marron foncé à la place du marron clair, ça coûte pas plus cher. Quand on fait une bande noire plutôt qu'une plainte blanche, eh ben ça coûte pas plus cher. Mais il faut y penser. On a pensé à ça sur tous les éléments, et ça n'a pas coûté beaucoup plus cher. Donc c'est voilà tout ce qu'on a essayé de faire en termes d'un point de vue stratégique, d'un point de vue opérationnel, et la démarche de représentation qu'il a fallu essayer de faire pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et quand je dis cette démarche, c'est pas moi, c'est collectivement. Donc l'une de mes missions a été de sensibiliser l'ensemble de mes collègues, tous ceux qui arrivaient à la délégation, c'est de leur apporter des clés justement pour changer ces représentations sur l'accessibilité, leur apporter des repères aussi sur ce sont les Jeux paralympiques et en quoi les Jeux paralympiques peuvent nous aider aussi à poser une autre représentation sur le handicap. Et puis après, leur apporter des clés sur comment faire. Une fois qu'on est sensibilisé, et comment dans chacun de leurs métiers, ils ont pu intégrer ces éléments en faveur de l'accessibilité universelle. Quand je travaille sur la communication, quand je travaille sur la sécurité, quand je travaille sur la programmation, quand je travaille sur tout ce qui est lié à la sonorisation et aux lumières, de faire en sorte d'intégrer ces éléments-là. Je vous donne le dernier exemple sur les lumières, par exemple. Quand vous faites des lumières, un éclairage, une ambiance, et faire en sorte qu'on n'éclaire pas des éléments de mobilier pour que ça puisse faire des ombres portées au sol. Parce que ces ombres portées, quand elles sont mal, elles peuvent constituer des éléments qui sont, pour des personnes qui sont mal voyantes, comme un obstacle qu'il faut contourner. Et donc, ça complexifie et donc ça donne une mauvaise information. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a essayé, dans le petit détail, d'essayer d'intégrer dans chacune des expertises de mes collègues pour que, en fait, ils puissent intégrer ces éléments-là. Et moi, après, derrière, je venais en appui avec les associations pour pouvoir vérifier que tout ça était bien, leur répondre à leurs questions, à la moindre question, de venir les renseigner ou les orienter. Alors, on voit que vous avez travaillé toute l'accessibilité et moi, je suis heureuse de voir que vous avez pris en compte aussi le design wayfinding. Non, je crois que vous avez, c'est un manuel, ce que vous nous dites, de comment faire une action à propos de l'accessibilité depuis le début, en tenant compte de toutes les accessibilités et en prenant toutes les associations et les personnes handicapées et pas handicapées dans le projet. Non? J'ai écouté un podcast et c'était sur les pas maintenant. Bon, je voudrais que vous nous parliez de hyper accessible quartier et qu'est-ce que vous avez fait pratiquement? Qu'est-ce que vous avez fait là? Comment les voisins l'ont pris? Je crois qu'il y en a des personnes qui habitent là. Alors, comment est-ce qu'ils ont réactionné à cette action? Et si c'est resté? Et aussi
comment vous le gardez dans le temps, la maintenance, c'est ça? Oui. Oui, la pérennité. C'est-à-dire qu'on le rend permanent. OK. Alors, les quartiers d'accessibilité augmentée ou les quartiers hyper accessibles, au tout départ, en fait, c'est l'idée de se dire, quand on dit mais comment on peut amplifier l'impact positif des Jeux olympiques et paralympiques sur l'accessibilité de la ville, et en même temps comment on peut préparer la ville à accueillir les Jeux en la rendant plus accessible. Parce qu'en 2018, quand on commence à travailler sur ce sujet-là, on a face à nous en fait une représentation, une notoriété de la ville, une réputation de la ville qui n'est pas bonne en matière d'accessibilité, fondée ou infondée. Mais effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire en matière d'accessibilité. Et quand dans les éléments diagnostiques, au-delà des éléments très factuels, c'est-à-dire réellement effectivement ce qui est accessible ou ce qui ne l'est pas dans la ville, c'est aussi d'un point de vue de l'organisation, comme dans la ville, des différentes directions, comment est structurée l'action sur l'accessibilité. Et en fait, on s'aperçoit que chaque grande direction agit plus ou moins sur l'accessibilité, l'a plus ou moins intégré dans sa politique et dans ses actions, mais dans son périmètre propre. Je m'explique. C'est-à-dire que quand la voirie agit, elle le fait pour tout ce qui est de la voirie. Quand la direction qui s'occupe des bâtiments le fait pour les bâtiments. La direction qui s'occupe de la relation avec les entreprises, dont les commerces, elle le fait aussi, mais sans discuter avec forcément les autres et en relation avec les autres. Et donc, ça crée des ruptures. Ça crée pas forcément de la cohérence et ça crée des décalages aussi dans le temps. Et donc, on ne pouvait pas se permettre, en l'espace de 5 ans, de se dire on veut être prêt, parce que ça prend longtemps de changer la ville. Et donc, on s'est dit qu'il fallait agir. Là où on le faisait, il fallait qu'on le fasse de manière significative. C'est-à-dire que l'expérience, tout de suite, il doit y avoir des quick wins. Et donc, on devait agir. Là où on le faisait, il fallait le faire très bien. Et donc, on a agi sur des petits territoires. Et pas complètement éparpillé, atomisé en fait l'action. On a concentré l'action. Et surtout, on a fait en sorte que les différentes directions, elles se coordonnent et elles travaillent ensemble sur ces endroits-là pour territorialiser. Ça paraît évident de le dire comme ça, mais parce que l'accessibilité, c'est, comme on le sait, c'est la continuité de la chaîne de déplacement d'un point de vue expérientiel. S'il y a des coupures dans le segment, l'accessibilité n'est plus là. Et donc, il a fallu implémenter cela dans l'organisation des différentes politiques, dans la coordination des politiques publiques, de manière à ce qu'elles agissent bien au même endroit, au même moment, et une fois qu'elles sont intervenues, pouf, quand on se retire, ça c'est accessible. Parce que de l'espace public, les espaces de transport, les services publics, les services privés, tout ça est bien évidemment conçu d'un point de vue accessible. Et donc, les quartiers d'accessibilité, on s'est dit, parce que c'est parti d'une idée très simple et d'une réflexion très simple. Quand je suis allé en formation à l'IPC Academy en 2016 pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Rio, mes formateurs m'ont dit, regardez bien, il n'y a pas de problème d'accessibilité pendant les Jeux. Au niveau du village, au niveau des sites olympiques et paralympiques, il n'y a pas de problème. C'est le même système que pour la sécurité. Les athlètes sont en sécurité au village, sont en sécurité dans les sites. C'est le système bubble to bubble. Et donc, je me suis dit, s'il n'y a pas de problème d'accessibilité sur les sites olympiques, essayons d'étendre en fait ce périmètre-là d'accessibilité et de faire de ces bubbles, donc des bulles d'accessibilité à Paris, autour des sites olympiques et paralympiques. Et ça allait créer donc du coup l'héritage des Jeux en matière d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on allait augmenter l'accessibilité à Paris grâce aux Jeux. Sauf que quand on a étudié ce mécanisme-là, d'un point de vue des habitants, puisque tu l'as dit tout à l'heure Christina, les habitants, en fait autour des sites olympiques et paralympiques, c'est pas là où il y avait le plus d'habitants, donc on n'aurait pas eu le même impact. Et donc du coup, on a pris la même démarche,
mais à d'autres endroits dans Paris, là où il y a le plus d'habitants, là où il y a le plus de vie de quartier. Et donc, on a créé cette démarche-là, des quartiers à l'accessibilité augmentée, et maintenant qu'on appelle les quartiers hyper accessibles, dans ces quartiers-là. Maintenant que j'ai dit à peu près la genèse et comment on allait faire, c'est quoi l'objectif en fait de ces quartiers? L'objectif, c'est que vous connaissez certainement cet urbaniste qui s'appelle Moreno, qui est sur la ville du quart d'heure. Eh ben, c'est de faire la ville du quart d'heure pour tous. C'est-à-dire que dans ce quart d'heure-là, quelles que soient les situations de handicap, on a accès à au moins chaque nature de service, quels que soient ses besoins spécifiques. C'est-à-dire que l'on soit en situation de handicap visuel, auditif ou en situation de handicap moteur, donc physique, on a la possibilité d'aller dans chaque catégorie de services, comme par exemple aller à la boulangerie, aller à la pharmacie, d'aller dans la supérette, d'aller au restaurant, d'aller dans un bar, d'aller à l'école, d'aller... En fait, dans chaque grande catégorie, il y en a 14, et ben, on a identifié dans chaque quartier au moins un établissement qui devait être accessible. Et donc, pour rejoindre ces différents services, il y a un parcours qui doit lui aussi être dépourvu de toute barrière et au contraire même augmenter d'un point de vue de l'information pour aider et faciliter. C'est ça les quartiers hyper accessibles, c'est ça les quartiers d'accessibilité augmentée, c'est que on crée un espace de vie où on peut vivre, avoir réponse à tous ses besoins et ce avec le maximum d'autonomie possible. On ne peut pas bien évidemment répondre à tous les besoins, mais avec le plus grand spectre d'utilisation en autonomie possible. Et pour cela, l'avantage des jeux, c'est que on a pu embarquer, faire adhérer à notre démarche des partenaires des jeux comme Carrefour, comme Accor. C'est des groupes en fait qui étaient partenaires des jeux et qui on leur a présenté nos démarches et ils ont dit ça nous intéresse. Et donc ils nous ont aidés et parce qu'ils avaient des magasins dans ces quartiers-là. On a même changé quelques périmètres pour justement inclure en fait certains établissements de ces marques-là dans des quartiers. Et on se servit de ces partenaires où ils ont fait cette démarche de rendre accessibles leurs services dans ces établissements et donc qu'ils constituent des commerces moteurs de manière à ce qu'ils donnent envie aux autres commerçants de faire cette démarche-là. Et là aussi, on renverse en fait la conception de l'accessibilité. Beaucoup de commerçants, de propriétaires considèrent l'accessibilité comme une obligation réglementaire pour le public et les clients qui ne voient pas et qui ne comprennent pas, une minorité, alors que justement, on leur a apporté des éléments, on les a sensibilisés pour cela, et Carrefour, et puis Accor, et puis maintenant il y a aussi le groupe Casino avec la FNAC qui nous aide aussi dans cette démarche-là, avec ces commerces moteurs, locomotives, c'est de faire comme quoi l'accessibilité devient une valeur supplémentaire dans le commerce, dans le service. On devient premium, au même titre qu'il y a quelques années, le bio, ou en anglais organique, pour le commerce de bouche, était quelque chose qui voulait dire qualité. Et ben, l'accessibilité, on tente à vouloir justement montrer donner une valeur positive et que ça soit, pourquoi pas, un élément de business. Vous vous démarquez du commerce d'à côté parce que vous êtes hyper accessible. Et puis c'est parce que c'est agréable, parce que toutes les personnes, même si on n'est pas en situation de handicap, c'est beaucoup plus agréable de venir dans votre établissement parce que vous n'avez pas de marge, parce que vous avez des contrats, parce que les comptoirs sont abaissés, parce que vous avez... Voilà, il y a plein de services qui sont là pour pouvoir justement, et c'est beaucoup plus agréable de le faire comme ça. Donc on a apporté cela. Alors j'ai oublié de donner une information sur cet élément, sur cette démarche-là. On l'a fait dans 17 quartiers. Il y a 17 arrondissements à Paris maintenant, et donc on en a fait un par arrondissement. Et dans ce qu'on appelle une première vague. Et donc, c'est-à-dire, ça s'est mis dans le cadre d'une autre politique donc d'aménagement de la ville, et on l'a mis comme étant une brique, un volet en fait d'accessibilité dans les politiques d'aménagement de la ville. Et l'engagement qui a été pris par l'adjointe à la maire en charge de l'accessibilité universelle et du handicap, et par la maire elle-même, c'est que cette démarche-là, elle se répète dans les autres
démarche d'aménagement de la ville dans d'autres quartiers, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore 17 autres quartiers hyper accessibles, et donc au fil des phases, au fil des vagues, que l'on puisse traiter tout Paris. La première vague, c'est 8% du territoire parisien. En 3 ans, on a réussi à traiter 8% du territoire parisien d'un point de vue de l'accessibilité, c'est-à-dire dans 8%, vous avez accès au moins à chaque nature de service, au moins. C'est-à-dire qu'il y en a parfois, il y en a plus. Et donc, l'idée étant, bien évidemment, qu'à chaque fois, ça s'améliore, même au sein de ces parcours-là, ces 17 premiers, dans les années à venir, même si ça y est, on a fait les travaux dans l'aménagement urbain, dans l'espace public, là, on va en continuer à améliorer les services parce que les commerces commencent à se dire « Ah, mais oui, mais j'étais bon d'un point de vue parce que j'avais des toilettes pour les personnes en situation de handicap, mais c'est… » Et donc, je l'ai valorisé, je l'ai dit, je le mets bien, je sais le dire, mais il faudrait que je travaille un peu plus sur les personnes qui ont un handicap auditif, peut-être avec une boucle magnétique à mon accueil, ou peut-être aussi à apprendre à certains de mes serveurs à la langue des signes, ce genre de choses. Et donc, cette démarche d'amélioration continue, elle s'impulse également dans ces commerces-là. On n'a pas fini, on a commencé seulement. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche, on a impulsion, on est dans une démarche de pérennisation, c'est-à-dire qu'on installe dans le temps cette démarche-là, et on est dans une démarche également de réplication de cette démarche dans d'autres quartiers. Donc, c'est une autre manière de faire l'accessibilité. Maintenant, ta question, Christina, c'est comment les habitants vivent cela. On a peu de retours, puisqu'en fait, c'est la première année où nous avons tous nos quartiers d'accessibilité augmentée, hyper accessibles, qui sont livrés. Donc, on a peu de retours. Là, on est dans une phase de bilan pour pouvoir justement repartir sur une autre vague. Donc, on n'a pas encore ces retours. On n'a que des retours comme ça, des témoignages qui nous sont indiqués. Je peux vous dire, par exemple, que sur des partenaires comme Magasin Carrefour, qui a lancé cette démarche des heures silencieuses dans ces établissements, c'est-à-dire que pendant 2 fois dans la journée, dans ces établissements, on baisse la lumière, il n'y a pas d'animation sonore au micro, de manière à ce que des personnes qui sont, par exemple, autistes, qui n'aiment pas trop le bruit, pas trop la lumière, puissent venir. Il y a plus de fréquentation sur ces heures-là que sur les autres heures. C'est pas seulement des témoignages des personnes qui le disent, les stats montrent qu'il y a plus de… Pourquoi? Parce que les personnes considèrent que c'est beaucoup plus agréable de venir à ces moments-là qu'à des autres moments. Alors même que ce n'était pas forcément au départ des heures qui étaient très fréquentées. On l'a fait justement pour que c'était un point de force. Et donc, on montre là que l'accessibilité universelle, le fait d'intégrer en fait ces éléments-là, constitue un élément de qualité que les gens recherchent et justement reviennent pour aller chercher ces éléments. Accor a fait un très gros travail également. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'en France, vous êtes dans des chambres qui sont soit accessibles, dites pour les personnes à mobilité réduite, les chambres PMR, ou les chambres qui sont standards, avec les suites, etc. Et maintenant, il y a un autre standard de chambre, c'est les chambres qui sont facile d'accès pour les personnes qui sont en fauteuil, mais qui ne sont pas forcément pour les personnes qui sont, tout le temps dans leur fauteuil. Et donc, pour des personnes qui peuvent se lever ou faire un transfert, vous avez des aménagements de chambre, c'est-à-dire une chambre standard, où on retire du mobilier, où on change le mobilier de place, on abaisse le pommeau de douche, on arrase la douche, c'est-à-dire qu'on change la douche de manière à ce que ça soit une douche à l'italienne, etc. Et donc, de manière à ce qu'une personne qui peut malgré tout se tenir debout de manière très temporaire, sans trop se déplacer, mais faire quelques petits mots, a la possibilité de venir en fait utiliser ce type de chambre. Et donc du coup, on a une capacité beaucoup plus importante en matière d'accueil de personnes en situation de handicap dans le parc hôtelier, grâce à ces démarches-là. Et cette démarche qui a été impulsée comme ça par le groupe Accor, qui est venu nous aider dans cette démarche des quartiers d'accessibilité augmentée, est bien évidemment inscrit maintenant dans l'ADN du groupe Accor et qui le réplique d'une part dans d'autres villes françaises, mais aussi à l'échelle internationale. Donc cet héritage-là, cette réflexion collective que nous avons eue, je ne dis pas que Paris a changé la face du monde d'un point de vue de l'accessibilité, c'est pas ça. C'est-à-dire que cette réflexion collective que nous avons eue, à ce moment-là, au moment justement de cette maturation, de cette évolution de l'accessibilité à Paris, a permis à d'autres de se changer en fait la manière de faire en matière d'accessibilité.
passer de l'accessibilité réglementaire à l'accessibilité universelle. Et tu l'as dit tout à l'heure, Christina, c'est un élément hyper important dans la démarche, c'est que les associations ou des usagers qui sont en situation de handicap, dans différents types de handicap, soient intégrés dans les réflexions, dans les conceptions des services, des environnements, des outils. Et de les faire tester par eux. Et ces retours d'usage sont hyper importants pour pouvoir justement apprendre à intégrer et ne pas partir de l'idée qu'on peut prendre un référentiel et se dire le référentiel, on va l'appliquer partout. Non, parce que chaque environnement est différent, chaque besoin, en fonction de la caractéristique du lieu, en fonction de la caractéristique sociale, etc., eh ben, on ne va pas implémenter les mêmes services parce que les besoins ne seront pas les mêmes. Parce qu'à cet endroit-là, ils seront accrus, ces besoins, alors que dans un autre, on n'aura pas forcément les mêmes, alors que c'était le même type de déficience fonctionnelle. Donc, c'est la démarche d'accessibilité universelle, elle implique que vous associez les destinataires finaux de ces services-là et d'arrêter de penser que le client, le customer, a le même type de besoin et de besoins normés. Non, il est très large et donc à partir de là, quand on a fait ça, ce type de démarche, on a déjà fait un très grand pas en matière d'accessibilité universelle. Pascal, vraiment, je suis complètement amoureux de tout ce que vous nous racontez. Et on voudrait savoir si vous deviez organiser à nouveau cet événement, que feriez-vous différemment? Si est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui vous disait, bon, je ferai ça d'autre manière. Il y a deux choses. La première, c'est je me mets dans la perspective si ça devait se reproduire. Si ça devait se reproduire, ça ferait la deuxième fois que les Jeux paralympiques viendraient à Paris. Et donc, pas la première. Donc, je pourrais m'appuyer sur cette première fois pour pouvoir proposer des choses nouvelles, notamment dans le message. C'est-à-dire que les gens à Paris, les Parisiens, les Franciliens, les Français, ont compris des choses pendant les Jeux. C'est ce qu'on essayait, justement, on pensait que ça allait se produire, mais ça s'est produit au-delà de ce que l'on pensait. C'est-à-dire que les personnes qui ont découvert les Jeux paralympiques ont aussi découvert que les personnes qui participaient aux Jeux étaient des performeurs. Et ce n'étaient pas des personnes handicapées qui étaient en short et qui faisaient du sport. C'était des performeurs, c'était des athlètes. C'est-à-dire qu'ils avaient des capacités. Et ils ont compris qu'effectivement, il y avait des catégories, que les catégories, c'était pas ah non, lui, il est en fauteuil, donc machin. Non, c'est en fonction des capacités. Et il y avait des points en fonction des capacités. Par exemple, dans le basket fauteuil, dans le rugby fauteuil, on intégrait la capacité des gens pour pouvoir justement leur attribuer justement une classification. Ils ont compris ça sans complètement, bien évidemment, maîtriser c'est quoi la catégorie T32 ou T54 ou F26. Ça, ils ne connaissent pas ça. C'est pas ça. Ils ont compris simplement le mécanisme de classification et donc d'intégrer le fait que les personnes ont des capacités différentes. Eh bien, je m'appuierai là-dessus davantage, justement pour pouvoir aller plus loin en matière d'accessibilité et d'agir sur la question de la capacité. Et donc, quand on a ça, on passe à l'étape d'après, c'est pas seulement d'aménager l'environnement, on aménage aussi les environnements, par exemple, de travail, ou les environnements associatifs, de manière à ce qu'on travaille davantage à la question de la capacité par exemple, au travail. C'est quoi être dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions alors qu'on est en situation de handicap. Et bien, là aussi, il y a encore beaucoup à faire, à progresser. Et donc, je m'appuierai davantage sur justement cette notion de capacité et de performance des personnes en situation de handicap pour aller encore plus loin dans les démarches d'inclusion. Parce que l'accessibilité, même si on considère qu'elle est universelle, elle n'est qu'un moyen, elle n'est qu'une étape vers l'inclusion. La finalité, ce n'est pas l'accessibilité, la finalité, c'est l'inclusion, c'est-à-dire la personne en tant capacité de pouvoir participer, jouer un rôle social, c'est-à-dire avoir une inclusion, une participation à la vie sociale. Et c'est ça, en fait, la finalité. Et donc, on a fait une
grosse partie du travail du chemin on a fait des gros programmes d'accessibilité. On n'a pas fini, hein, à Paris, il y a encore beaucoup à faire en matière d'accessibilité. Et ensuite, l'autre chemin, c'est la question de l'inclusion, c'est-à-dire le changement des représentations et des comportements sociaux en faveur de l'accessibilité, en faveur de l'inclusion. Et ben, s'il devait donner une deuxième fois la chance de pouvoir accueillir les Jeux, ce qui me rendrait bien évidemment beaucoup plus vieux parce que ça arrive tous les 100 ans à Paris, hein, donc c'est il faudra que je sois en forme. Et donc là, effectivement, je travaillerai beaucoup plus sur cette notion de participation, de capacité, de performance pour aller beaucoup plus sur la question de l'inclusion. Et après, ça, c'est d'un point de vue purement stratégique. Et un autre exemple de quelque chose que je ferais autrement, ou plutôt je réessayerais de faire, parce que j'ai pas réussi à le faire et j'aurais voulu le faire. Et il m'a manqué un peu de temps. Il me manquait 1 an. En fait, tout à l'heure, Christina, tu disais sur le wayfinding. Effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais il m'a manqué un élément. Cet élément, c'est que quand on va n'importe où, hein, vous et moi, quand on va quelque part qu'on ne connaît pas, on utilise Google ou un autre Citymapper, ou etc. Et ces majors de l'information, pour se diriger, s'orienter, ceux de guidage, en fait, tiennent peu compte des questions d'accessibilité et des besoins. Par exemple, selon si je suis en déficient visuel ou si je suis, si je suis en fauteuil roulant ou mal marchand, eh ben, qu'est-ce que j'ai comme information, comme point d'intérêt, les point of interest, et ben, il ne s'est pas implémenté dans la machine ou pas suffisamment détaillé. Et donc, on a testé l'année dernière, en 2023, à un moment des World Paralympics à Charletti, on a testé une solution qui permettait d'aller de la gare, la dernière gare, la station RER qui est à 1 km, un peu moins d'1 kilomètre de l'entrée du stade, et jusqu'à la place. On avait introduit la map du stade, intérieur du stade, avec toutes les places accessibles, les services accessibles, les toilettes, les desks, etc. On avait tout mis, d'une manière à ce que la personne, avec la même application, elle était capable de pouvoir traverser l'espace public, rentrer dans le site et se diriger dans le site avec la même application pour pouvoir être guidé. Et ça, j'aurais voulu en fait de proposer ce service-là pendant les Jeux, avec Paris 2024, le comité d'organisation, avec les transporteurs, et on n'a pas réussi. Google, avec qui on a travaillé à un moment donné, on n'a pas réussi parce que dans son algorithme, n'oriente pas sur un chemin propre, c'est-à-dire qu'il intègre un certain nombre d'éléments et donc il propose un trajet, et sur ce trajet, on suit le trajet. Mais on ne peut pas imposer un trajet. Moi, je ne pouvais pas, sur chacune des approches, il y a 20 km d'approche pour les Jeux olympiques et paralympiques. Je ne pouvais pas traiter tout d'un point de vue de l'accessibilité. Le travail était beaucoup trop important dans le peu de temps, et c'était même pas une question de coût, seulement de coût, c'était aussi une question de capacité des entreprises à réaliser ces chantiers énormes en très peu de temps. Et donc d'un point de vue purement opérationnel, on n'était pas en capacité de pouvoir traiter l'ensemble des anomalies qu'on avait relevées en diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, c'est-à-dire que l'année prochaine on va continuer, les 20 km sont traités, mais néanmoins on en aura fait déjà une partie pour les Jeux. Et donc, j'avais, moi, des trajets qui étaient déjà... Je savais qu'il fallait que je propose aux personnes en situation de handicap, par exemple les personnes qui étaient utilisant un fauteuil roulant, d'utiliser ce secteur-là. Et ben, Google était incapable de pouvoir de dire à ces personnes-là, on paramètre peut-être personne en fauteuil roulant et ça suit ce parcours-là. Ils n'étaient pas encore prêts pour ça. C'est bientôt qu'ils le seront. Et donc, si j'avais cette capacité de pouvoir refaire en fait un événement comme celui-ci, j'aurais ces services-là très probablement à proposer. Pourquoi j'ai beaucoup insisté, pendant 2 ans, j'ai insisté sur ces caractères. J'ai essayé de mobiliser, croyez-moi, je suis même monté jusqu'au cabinet de la Première ministre pour pouvoir justement avoir un arbitrage là-dessus, avec d'autres parties prenantes. On n'a pas réussi. Je pense que dans
de 1 an, 2 ans, 3 ans, cette possibilité, les villes pourront le faire, soit d'un point de vue purement événementiel, soit de manière courante, proposer ce type de service. On le verra. Pourquoi j'insiste? C'est qu'aujourd'hui, pour une personne en situation de handicap, par exemple, je suis en fauteuil roulant, je reprends l'exemple d'une personne en fauteuil roulant, qui sort de son avion à Charles de Gaulle Étoile, Charles de Gaulle, à l'aéroport. Elle prend une application. Il y a un système de guidage dans l'aéroport Charles de Gaulle pour les guider avec le smartphone. Donc pour utiliser tel cheminement, tel ascenseur pour aller à tel endroit, telle place de parking, etc. Ou telle zone de taxi. Ensuite, elles vont à leur hôtel. Elles vont utiliser dans l'espace public, entre le moment où elles sont déposées pour les transports et puis l'endroit, elles vont utiliser Google ou une autre truc et une autre solution. Elles vont prendre une autre application. Elles vont prendre les transports en commun, par exemple, ceux qui sont accessibles. Eh bien, les transporteurs, Île-de-France Mobilité, SNCF, RATP en France, en Île-de-France, ont toutes les trois choisi des solutions de guidage différentes. Donc vous changez de réseau, vous changez d'application. Vous repassez dans l'espace public, vous changez d'application. Vous rentrez, imaginons que l'équipement où là il y a l'événement qui se passe, a lui-même une solution de guidage. Je rechange et ça après dans le sens inverse. En fait, vous avez changé 6 fois d'application pour le même service pour aller du point A au point B. Ça, c'est pas l'accessibilité. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus pendant 2 ans. Et s'il m'était donné la possibilité, encore une fois, d'avoir un événement où on doit conduire aussi des personnes de manière universelle à utiliser des outils universels, eh ben, je travaillerais encore plus là-dessus. Ça aurait été un très gros héritage. Je l'ai raté. Pascal, au CIAPAT, on travaille pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées. Alors, je me demande, est-ce que vous avez eu la perspective des personnes âgées? Est-ce que vous les avez mis, comme les autres associations, vous avez compté avec eux quand vous avez fait toutes les préparations et la validation et tout ça? Oui. Ça fait partie des besoins spécifiques. Et donc, on a mis, bien évidemment, par exemple, je vous donnais l'exemple du Stade Pierre de Coubertin, qui est un des sites d'entraînement olympique et qu'on a utilisé. Donc, on l'a rénové. Je redonne d'ailleurs l'exemple de la différence entre accessibilité réglementaire et accessibilité universelle, c'est que cet équipement était, d'un point de vue de la loi, accessible réglementairement. Je me suis perdu à la deuxième visite. Donc, voilà, il y a un sujet de représentation spatiale. Et donc, on a fait 5,2 millions de travaux rien que sur l'accessibilité au Stade Pierre de Coubertin, alors qu'il est accessible. Et pour travailler sur cette opération, on a intégré effectivement des associations et on a notamment une association qui était là pour représenter les personnes âgées. Il se trouvait que la personne qui représentait cette association était du quartier et connaissait en fait cet équipement. D'une part, en plus de ça, on a fait avec toutes les associations, dont celle-ci, on est venu lors d'un événement, un match du PSG handball. On est venu à cet événement et on a constaté ce qui manquait en matière de qualité d'expérience pour rendre possible, et surtout beaucoup plus agréable, cette expérience-là. Et donc, du coup, on a fait ce cahier des charges grâce à ces retours d'usage. Par exemple, pour les personnes qui sont en situation, on a fait en sorte qu'on a repéré depuis les transports en commun, est-ce qu'il y a suffisamment de bancs publics ou de points d'assises pour pouvoir avoir jalonné, se reposer, hop, à peu près tous les 100 mètres, plutôt les 50 mètres par endroit, on peut se reposer. On a veillé également à ce qu'il y ait aussi des éléments pour les personnes, quand on a une personne en situation qui avance dans l'âge, on peut avoir des difficultés d'un point de vue visuel, donc d'un point de vue des contrastes. On a veillé aussi à ce qu'il n'y ait pas de ressaut trop important également, et dans les revêtements, on a refait tous les revêtements de manière à ce que, il y ait pas, on ne trébuche pas.
le pas est plus rasant, donc on ne trébuche pas parce qu'il y a des différences dans le pavement. Vous savez, les pavements, s'il y a différence, si ça baille un peu trop, ça fait un ressaut, on peut trébucher. Et dès lors qu'il y avait un ressaut, c'est de le contraster. On a fait en sorte de pouvoir faire cela. Et une fois qu'on est arrivé, on a fait une rampe également pour remonter. Donc c'est pas que pour les personnes en fauteuil roulant, c'est aussi pour les personnes qui sont mal marchantes, et certaines personnes âgées font partie de ces personnes mal marchantes. Et une rampe suffisamment douce, c'est-à-dire qu'on est à moins de 5%, c'est-à-dire qu'on est dans une pente avec une main courante qui vous permet de pouvoir monter facilement et sans vous essouffler, contrairement à un escalier. Et là où on propose bien évidemment sur les escaliers, on a traité aussi les escaliers en extérieur avec des nez de marche contrastés, avec des bandes poteaux tactiles, etc. De manière, et puis avec la première et dernière contre-marche qui sont contrastées également pour que quand on les aborde, on peut bien les repérer. Ça, c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, pareil, on a travaillé bien évidemment sur les contrastes et de manière à ce que très rapidement, on ait un point d'assise. S'il devait y avoir de l'attente, par exemple, au guichet, qu'il puisse y avoir un point d'assise. Au niveau, par exemple, des sièges, on a créé un autre standard de sièges, de places assises dans les tribunes. Il y a, vous savez que jusqu'à présent, il y a les places standards et les places pour les personnes en fauteuil roulant, pour les UFR. Pour celles-là, on a créé aussi des places pour les accompagnants à côté, c'était quelque chose qui est intéressant. Mais on a créé un autre standard, c'est les places faciles d'accès. C'est des places qui sont plus longues, plus larges, et aussi avec des accoudoirs. C'est-à-dire qu'une personne qui a des difficultés pour pouvoir plier ses jambes ou de rester avec les jambes pliées longtemps, ou les personnes qui ont la plus forte corpulence, ou parce qu'elles ont des difficultés à se relever quand elles sont assises, eh ben, les accoudoirs permettent cela. Donc tout ça participe bien évidemment à une facilité d'usage et d'expérience pour les personnes qui sont en situation de handicap ou mal marchantes ou personnes âgées. Donc ça intégré bien évidemment et ça rejoint des besoins spécifiques d'autres types de handicap, comme je l'ai dit, handicap physique, le handicap sensoriel. Et ben on a mixé tout ça et tout ça bien par convergence, on a créé des services pas forcément dédiés pour les personnes en situation de handicap, mais en intégrant des besoins spécifiques, ça bien évidemment ça participe à ce que des personnes personnes âgées puissent profiter de l'événement aussi. J'ai oublié de préciser que les places faciles d'accès, on peut accéder depuis l'espace public jusqu'à la place avec 0 marche. Ok. Bon, et Pascal, pour finir, après les Jeux, quel sera selon vous l'héritage qui restera? Bon, on a parlé, je crois que on souhaite que ça va continuer, le développement de quartiers et tous les travaux que vous avez développés. Mais je ne sais pas si vous voulez signaler quelque chose en plus. Bon, il y a d'autres actions qu'on a fait et puis on poursuit par exemple sur l'Arena Porte de la Chapelle, on poursuit même si on a le label accessibilité et que c'est le premier équipement de cette dimension et de cette nature avec ce label-là en France. Et donc on continue malgré tout avec des innovations supplémentaires. On est en train de travailler sur un casque pour les personnes avec une basse vision pour pouvoir justement, avec une loupe digitale et puis la capacité de pouvoir récupérer le flux vidéo, le flux TV dans son masque pendant les spectacles, pendant les matchs, et donc au sein des deux arénas. Donc on continue à avancer en matière d'innovation et puis pouvoir proposer en fait une qualité d'expérience pour tous. Donc ça, d'un point de vue de l'héritage, on est bien parce que ce premier héritage, c'est que on est dans une dynamique, ça s'est pas arrêté avec les Jeux. Ça, c'est pareil pour les quartiers accessibles augmentés, ça c'est un héritage. Parce que ça se poursuit, la dynamique est lancée. L'autre héritage, c'est que effectivement, on a beaucoup de collègues, même pas forcément des directions qui n'ont pas forcément été impliquées directement dans l'organisation et l'accueil des Jeux, en direction de la ville, des départements de la ville. Et ils m'appellent. Ah tiens, on va faire ça, tiens, est-ce que tu pourrais voir vis-à-vis de l'accessibilité? Donc il y a des réflexes, c'est-à-dire que le réflexe de tiens, il faut que j'intègre la question de l'accessibilité tout de suite dans la conception, ça c'est
c'est implémenté maintenant dans les logiques de conception. Donc, on a gagné quelque chose. Ça aussi, c'est de l'héritage. Mais il y a un autre héritage avec bien aussi les quartiers d'accès, les clubs par accueillants. C'est le fait de pouvoir proposer, on a 45 clubs par accueillants, c'est des clubs ordinaires qui ont aménagé en fait leur activité, se sont formés, on leur a travaillé sur du matériel, on a fait de la promotion pour qu'ils puissent accueillir des personnes en situation de handicap, donc dans plein de disciplines différentes. Ça aussi, c'est l'accessibilité à la pratique pour les personnes en situation de handicap. C'est pas seulement l'accessibilité au bâtiment, c'est aussi pouvoir pratiquer aussi. Ça aussi, c'est un héritage. Mais en fait, pour moi, le meilleur héritage, c'est pas les quartiers d'accessibilité augmentée, c'est pas les clubs par accueillants, c'est pas tout ce qu'on appelle les 2 arénas. C'est bien, c'est super bien, c'est essentiel, c'est parce que c'est des artefacts qui sont très très importants pour aller plus loin. Le plus bel héritage, je pense, des jeux, et peut-être même ma plus belle fierté, il y a un peu d'ego aussi là-dedans, c'est mes collègues. C'est parce que en fait, ils sont tous arrivés, certains en plaisantant, ah tiens, avec tes amis Pascal, les personnes, mais en fait, pendant les 6 années de préparation, tous quand ils sont arrivés, ils m'ont écouté, ils ont été sensibles à ce qui a été dit, ils ont intégré et ils ont fait en sorte que leur expertise intègre bien ces questions-là. Et maintenant, ces collègues qui s'en vont, ils vont partout, ils vont dans des autres sociétés, ils vont dans des autres collectivités, etc. Et ben c'est ça l'héritage. C'est-à-dire que maintenant, ils vont aller à leur tour, ils vont aller convaincre d'autres personnes, ils vont aller les sensibiliser, ils vont amener ça dans les activités d'autres. Et donc, ça, moi, je l'ai fait à mon niveau. Le Paris 2024, le comité d'organisation, mes homologues ont fait la même chose. Et donc, en fait, on va réussir grâce à ça. C'est l'héritage, c'est le fait d'avoir introduit ces compétences-là dans d'autres compétences que moi j'avais pas. C'est des domaines d'expertise. Je suis pas un expert de l'accessibilité, de la communication, de la sécurité, de l'événementiel en tant que tel. Je ne suis pas un expert de tout ça. Ce sont des experts et je l'ai introduit là. Ils ont joué le jeu, ils m'ont écouté, ils ont implémenté ces compétences-là dans leur champ de compétences. C'est ça pour moi le plus bel héritage des jeux. Quand j'ai vu l'ouverture des Jeux Olympiques, j'étais très joyeuse parce que j'ai vu la diversité depuis le début, non? Je crois que tu avais un bon début, non, pour l'accessibilité et la diversité. Ça a été un très grand plaisir d'avoir l'interview avec vous et on espère de vous voir ici en Espagne à quelques moments quand vous voulez. Et d'accord. Et merci beaucoup par votre disponibilité. Ça a été très facile de parler avec vous et de faire cette petite interview. Merci bien, Pascal. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Merci. On se voit dans d'autres occasions, sûrement, et on comptera sur vous. Merci. Au revoir. Ya nos vamos. Ya nos vamos.